Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Glastontrip, le podcast. Aujourd'hui, on va continuer notre parcours dans Glastonbury puisqu'on vous emmène faire une petite promenade à travers tous les lieux du festival, ou presque. Ce parcours en temps normal sur place vous prendrait à peu près 4 heures, mais rassurez-vous, avec nous à l'oral, ça ira un petit peu plus vite. Tout au long de la balade, on passera par moments à des endroits sur lesquels on ne s'attardera pas car déjà évoqués dans les épisodes précédents. Et donc on mettra plutôt l'accent sur les lieux dont nous n'avons pas encore parlé. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glastontrip, le podcast. Bon, alors on s'imagine devant la grande porte de Glastonbury. Il y a 4 portes à Glastonbury, A, B, C et D. Mais la A, c'est la plus grande. Et c'est celle où arrivent aussi les cars qu'on avait évoqués, les fameux cars qu'on avait évoqués à propos de comment avoir son ticket pour Glastonbury. Et donc, comme c'est la porte sur laquelle arrive le plus de monde, c'est effectivement la plus large. Ah, elle se trouve quoi? Elle se trouve à l'ouest. Ouais, elle se trouve au nord-ouest du festival. C'est vrai qu'on pourrait faire un espèce de plan global quand même. Donc en fait, ce qu'on peut expliquer, c'est que le festival se tient dans une vallée. Alors c'est du bocage anglais. On n'est pas dans les Alpes, hein, clairement. Mais ça monte et ça descend réellement. Et quand on va d'une scène à l'autre dans le festival, il y a des moments où il y a des montées qui commencent à devenir pénibles. Laurent, tu connais bien la montée de Stromerville. Ouais, c'est vrai que en temps pluvieux, cette montée-là, elle est casse-gueule. Quand on voit la descente, à la montée, ça va, c'est pas très impressionnant, mais quand on part de Stromerville, à la descente, on voit que c'est pentu quand même. Et quand il fait chaud, ça, pour les personnes monter. âgées, c'est compliqué. Hein. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Non, moi non plus. Donc, alors, la géographie globale du site. Donc, il s'agit d'une vallée qui s'étend d'ouest en est, au fond de laquelle il y a d'ailleurs une petite rivière qui traverse le festival. Alors, objectivement, on la voit pas beaucoup. On la devine plus qu'on la voit, mais elle est bel et bien là. Et de part et d'autre de cette rivière, donc ça remonte vers le nord en direction de la ferme de Michael Eavis, la Worthy Farm. Et vers le sud, ça remonte encore davantage, beaucoup plus haut, sur la colline de Pénard, au sommet de laquelle se trouve un des campings pré-érigés, le Worthy View. Donc voilà, et donc quand on est à la porte A, on est au nord-ouest, c'est-à-dire au nord de la rivière, et complètement à l'ouest du festival. Et on décide qu'on commence notre balade, par exemple, le mercredi après-midi. On n'a pas grand-chose à faire. Il pleut pas, mais il n'y a pas trop de soleil. Ça va être supportable. Et donc, à 14h, on a mangé un morceau et on va faire un tour du festival. Donc une fois qu'on a passé la porte, on descend un petit peu et on arrive à Woodseas, dont on a déjà parlé dans le 2e épisode, puisque c'est une des scènes les plus grandes. Et juste à côté de Woodseas, il y a un tout petit truc qui s'appelle The Woods et qui est super sympa. C'est dans les bois, comme son nom l'indique. C'est aménagé, donc il y a
des petites plateformes en hauteur où on peut grimper, il y a des petites choses au sol aussi, il y a plein de mises en scène lumineuses et sonores parfois aussi, des choses où on peut s'amuser à taper dessus pour faire de la musique. Enfin, c'est super sympa à visiter en fin de journée. Ouais, c'est un peu labyrinthique. On se perd un peu dans le bosquet là. Ça s'appelle The Woods, mais bon, c'est pas une forêt immense, hein. Mais effectivement, c'est un peu, enfin comment dire, les chemins vont un peu dans tous les sens. C'est très joliment décoré et effectivement, ça prend vraiment toute sa dimension la nuit parce que il y a des éclairages qui sont vraiment géniaux. Ça peut être sympa aussi en début de soirée. Pour commencer une soirée, c'est vraiment sympa. Laurent, t'as quelque chose à dire sur The Woods? Bon, j'y suis allé qu'une fois. Avec toi, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. J'allais dire, mais comme tu as dit qu'il n'y avait pas trop de soleil, je veux pas dire que c'est bien aussi d'y aller quand il fait trop chaud. Cela dit, c'est pas idiot parce que là, il y a vraiment de l'ombre. Donc en cas de canicule, c'est vraiment un bon refuge. En plus, il y a quelques petits points d'eau, il y a une mare, mais il y en a peut-être même plusieurs. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut rentrer d'un côté, sortir de l'autre, et on rejoint une grande allée qui se trouve derrière la pyramide, une allée où il y a beaucoup de stands. Et il y a des restos, des bars. Des magasins, des boutiques. Au niveau de San Remo, non, ça rejoint? Et alors justement, il y a San Remo qui se trouve là. À 5 minutes à peu près. Oh ouais, c'est juste quasiment en sortie de The Woods, hein. Et alors, comment décrire San Remo? Alors moi, San Remo, ça m'a fait penser à une sorte de station essence un peu démodée des années 80-90 aux États-Unis, qui a été transformée en club en fait. Ah ouais, ça t'a fait penser à ça? Moi, j'aurais pensé plus à quelque chose qui ressemble à, je sais pas, un bar à Las Vegas ou quelque chose comme ça. Ou un diner, je sais pas, ouais. Un bar à cocktail. En tout cas, ouais, à l'intérieur, c'est un bar à cocktail, souvent de la musique électro. Ouais, il y a des DJ qui passent là. Et il y a en général le soir énormément de monde. Quand les concerts sont terminés, il y a pas mal de gens qui viennent là, en fait. En fait, c'est pile à mi-chemin entre les deux grosses scènes principales, donc c'est vrai que c'est un carrefour où passe beaucoup de monde. Pour le coup, j'y suis passée un certain nombre de fois devant sans forcément m'y arrêter. Et donc après, une fois qu'on a passé San Remo, on arrive dans une zone qu'on n'a pas encore évoquée et qui pourtant est une zone importante, c'est Silver Haze. Oui, Silver Haze, ouais, la fameuse zone où il y a de l'électro. Il n'y a pas que ça, si? Je sais pas, enfin, on a vu beaucoup d'électro, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait que ça. Ouais, il y a surtout de l'électro, mais il y a aussi BBC Introducing, où tu as plutôt des petits groupes, souvent un peu rock, qui ont gagné, par exemple, le concours des Emerging Talents. Et il y a des choses intéressantes à y voir là. C'est effectivement une scène assez sympa à aller voir parce qu'on peut découvrir des choses assez intéressantes. Les groupes qui passent là, généralement, on les retrouve dans d'autres endroits, des petites scènes. Ils vont tourner plusieurs fois dans le festival. Par exemple, je sais pas, l'an dernier, je crois que ceux qui avaient gagné les Emerging Talents, c'était Prima Queen. Et ils sont allés jouer au Bread and Roses, ils sont allés jouer à Stromerville. Et c'est souvent le cas de ces petits groupes. Mais c'est des gens qu'on peut revoir l'année suivante, par exemple, sur Woodseas, ou même parfois en bonne place. En fait, Silver Haze, je crois que c'est apparu en 2013. Tout à fait. Et avant, C'était Dance Village. ça s'appelait le Dance Village, ouais, c'est ça. Et donc en fait, alors le Dance Village, c'est hérité de largement plus tôt, fin des années 90, je pense. Encore qu'on puisse se poser la question, parce que je pense que ça a splitté entre Dance Village et The Glade. Mais c'était donc, à l'époque, il y avait une seule scène, c'était la Dance Tent,
où étaient programmés les artistes électro. Et à l'époque, la programmation, c'était des artistes émergents, dont les plus connus, c'est Chemical Brothers, typiquement. Mais je sais pas si Daft Punk y est pas passé. Mais bon, il y avait tous les artistes de la fin des années 90 qui passaient là, Underworld, Fatboy Slim, enfin tous, ils sont tous passés là, Carl Cox. Donc ça, c'était le point historique. On quitte BBC Introducing et en fait, on se retrouve dans la zone Silver Eyes à proprement parler. C'est une sorte d'allée très large sur laquelle on va trouver Plusieurs scènes. ouais, 3 grandes scènes et 2 petites. Alors la plus impressionnante, c'est The Levels, Qui est toute neuve. Qui est toute récente. Hein. effectivement. Et alors c'est une structure très impressionnante. Ça fait partie des choses à voir la nuit. Ah oui, on l'a pas dit d'ailleurs. Silver Eyes, ça s'anime jusqu'à 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Ouais, il y a une grosse programmation électro. Enfin, électro dans le sens large, on va dire musique électronique plus qu'électro, parce que je me souviens que l'année dernière, on avait vu plein de choses intéressantes. Et ouais, jusqu'au bon milieu de l'année, ouais, sans problème. Et donc, cette scène-là, effectivement, elle vaut le coup d'être vue illuminée. Elle est très impressionnante de face. On dirait un petit peu une façade d'immeuble futuriste et tout ça. Mais je crois que Jérôme, t'as vu l'envers du décor et que c'est beaucoup moins impressionnant de derrière. Ah ouais, c'est un décor en bois. Ça démystifie complètement le truc. Effectivement, quand on est dessus, c'est d'abord tout petit, en fait. C'est vraiment la scène est vraiment pas très grande. C'est vraiment une scène pour DJ, quoi. Et oui, c'est des modules en bois qui sont assemblés. Et on a eu la chance d'y voir Vitesse l'année dernière. Et très bon souvenir, très belle découverte. Je connaissais pas du tout. Ouais, c'était pas mal. Hein. Ça a bien lancé les festivités. Ouais, alors et aussi, particularité de la zone Silver Eyes, c'est elle est en fonction dès le jeudi, elle. Donc c'est ça, à Vitesse, c'était le jeudi soir. Le jeudi soir, ouais. Mm. Et donc, c'est la possibilité de faire des bonnes sorties dès le jeudi soir en écoutant de la musique et des bons groupes. Il y a de bons artistes dès le jeudi à cet endroit-là, déjà. Bon, ensuite, à côté de The Levels, non, plutôt en face, on trouve la scène WoW. On peut pas louper parce qu'il y a un énorme wow écrit en bois devant. Exactement. Bon point de repère. C'est une scène un petit peu plus petite. Des 3 grandes, là, c'est la plus petite. C'est même genre, au niveau de la programmation, c'est pareil, c'est électro. Il y a parfois un peu de rap. C'est une scène un petit peu plus petite, un espace plus petit, et bon, là, pour le coup, qui n'a pas de caractéristiques particulièrement impressionnantes. Ce qui est un peu le cas aussi de la scène suivante, The Lonely Hearts Club. Et donc là aussi, bon, il y a un petit décor, mais ça fait quoi? Ça fait une grande scène, quoi. Et encore une fois, même type de programmation, donc plutôt électro, parfois hip-hop. Un bel espace devant, je ne sais pas combien il peut y rentrer de personnes, 3-4 000. Ouais, c'est assez grand. Hein. C'est assez grand. De toute façon, toute la zone est vaste, et donc en plus, les gens vont d'un point à l'autre. En général, ça circule pas mal. Ça circule pas mal et même quand il y a du monde, en fait, la foule est pas tassée, donc on arrive à se faufiler sans problème pour s'avancer vers la scène et tout ça. C'est pas dense comme devant la pyramide, par exemple. C'est un public assez jeune aussi. C'est vrai, souvent, ouais. Bah,
En plus, en général, à 3 heures du matin, effectivement, on trouve pas trop les familles, quoi. Les gens sont là pour faire la fête. Ouais, mais enfin, comparé à d'autres zones au même moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage. Mais c'est vrai, alors typiquement, Silver Ace, c'est la zone dans laquelle Fatboy Slim va mixer chaque année. Et bah, effectivement, Fatboy Slim à Silver Ace, c'est, enfin, de mon point de vue, de mon grand âge, plein de gamins. C'est très très jeune en effet. Et tout ça pour dire qu'il y a quand même des artistes relativement importants qui passent dans la zone. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'y voir Stromae. Et je l'ai vu dans des conditions vraiment super bonnes parce que, bah, comme Stromae, on était pourtant à l'époque de Racine Carré, hein, donc il était vraiment là, quand il tournait en France, c'était plein de monde. Mais en Angleterre, il était quasi inconnu, donc il devait y avoir 200, 300 personnes. Donc c'était vraiment super. Mais enfin, bon, voilà, il y a de réelles opportunités de voir d'excellentes choses dans cette zone-là, quoi. Et c'est pas là aussi qu'il y a Gully Blues? Enfin, peut-être qu'elle n'existe plus d'ailleurs. Gully, mais ça n'existe plus, Gully. Ouais, c'est Non, ça. c'est fini, ouais. Mais ouais, c'est une zone qui est en constant remaniement. On a dit que la scène Levels était apparue l'année dernière. Je me souviens d'une scène Gully Blues où j'avais vu par exemple Lee Scratch Perry. C'était un endroit, une espèce d'arène, décor caraïbe. Et c'était surtout des groupes blues et reggae qui passaient là. Et il y avait une ambiance assez sympa. Je me souviens de cette scène, c'était vraiment super joliment décoré d'ailleurs, avec beaucoup d'originalité. Je pense que c'était fait avec pas grand-chose, mais c'était vraiment joli. Et ouais, Ouais, Lee quelques Scratch centaines de Perry, personnes. ouais, c'est ça, c'était pas immense, mais enfin, oui, il y avait quand même un peu de place, hein. C'était en pente. Et ouais, Lee Scratch Perry, c'est quand même un des pères du dub et quelque part du reggae, quoi. Ouais, une sacrée légende. Donc une fois qu'on a passé le Lonely Hearts Club, on sort de la zone de Silver Ace, il est à peu près 14h30. Et si on continue vers le sud, on va passer devant Other Stage, qu'on a évoqué lors du deuxième épisode, puisque c'est la deuxième, la plus grosse scène du festival. Donc on va pas s'y arrêter, mais on va continuer dans cette direction. On va passer un petit peu au milieu des campings et on va arriver sur Arcadia. Donc Arcadia, on en a déjà parlé un tout petit peu. C'est la fameuse araignée à 3 pattes qui crache du feu. Ouais. Ouais, c'est difficile à décrire un Arcadia. Et un champ assez grand. Ouais, c'est très grand. C'est très grand. C'est pas en fonction le mercredi, ça reste en stand-by le mercredi. Et l'araignée est assez haute, hein, elle fait plusieurs mètres de haut. Ouais, les gens se mettent dessous. Ouais, on danse dessous, on peut être dansé sous les pieds du DJ, c'est assez marrant. Et quand elle crache du feu et ben qu'on est en dessous, on sent bien qu'il fait chaud d'un coup. Ouais, ça chauffe, ouais. Ça reste en fonction jusqu'à quelle heure, Arcadia? 3 heures ou non 5 heures? Ouais, Je crois 3 que c'est heures. 3. Ouais. Et en plus de la scène, il y a tout autour, en fait, dans un espèce de cercle, ils ont installé les poteaux avec les enceintes pour la musique. Et il y a tout un jeu de laser aussi qui est mis en place et ça fait un effet visuel assez impressionnant. Ça fait, on se croirait vraiment dans une espèce de grosse boîte de nuit alors qu'on est à ciel ouvert, quoi. Ouais. Et il y a des 2 bars à chaque, enfin, diamétralement opposés de chaque côté du champ, quoi. Donc c'est effectivement vraiment ambiance boîte de nuit, mais géante, quoi. C'est des très gros bars, hein. Ah ouais, les bars sont assez gigantesques, effectivement. Ouais. C'est des espèces d'arches presque gothiques, là. Ah ouais, c'est immense. Je me demande quelle est la capacité, là, dans ce champ, mais ça doit être... on doit dépasser les 5000 faciles, quoi. Il y a des moments, c'est blindé, il y a plein de monde. Ouais, quand c'est blindé, c'est un enfer.
Sur Glastopédia, ils disent 10 000 personnes sur le champ Arcadia. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vraiment très très grand. Et là, ça arrive souvent que sous l'araignée, on soit bien serrés les uns aux autres quand même, hein. Et des fois, dans le champ tout autour, souvent en journée, il y a un petit véhicule qui se balade, qui contient une toute petite scène avec un DJ de ça. C'est un véhicule qui s'appelle The Bug et qui ressemble à une grosse bestiole, un insecte. C'est assez marrant à voir aussi. Ça va C'est bien un dans le véhicule thème. de l'armée recyclé Ouais. et c'est du Joe Rush qu'on avait Again. évoqué. Ouais, encore lui. Qu'on avait évoqué dans la zone sud-est. Ouais. Ouais, souvent en journée, ils sont accompagnés par par le crew du Notting Hill Festival, Carnival. Ils font un tour comme ça tous les jours. Assez rigolo. Parce que habituellement, enfin historiquement, ce Notting Hill Carnaval, il est plutôt dans la zone sud-est. Ouais, mais ils font le tour du festival, non? Ouais, bah justement avec The Bug. D'accord. Ok. Donc, quand on est à Arcadia, on est à mi-pente, on va dire, de la colline de Pénard. Oh, t'es gentil, hein. Moi, je trouve que c'est un faux plat montant entre Other Stage et Arcadia et qu'une fois qu'on arrive à The Park, là, par contre, ça commence à grimper grimper. plus dur. Ouais, c'est pas faux. Donc, on quitte Arcadia, donc on s'apprête à grimper plus raide et on se dirige vers The Park. On a déjà parlé de The Park dans les scènes principales, mais on avait parlé que de la scène principale et pas de toute la zone. Alors qu'il y a plein de petites choses sympas. Ah, on avait quand même parlé, non, de Rabbit Hole, des petites choses secrètes, du Stonebridge Bar, le Bimbeline, on l'a évoqué. On a évoqué le nom, mais on n'a pas dit ce que c'était, quoi. Ah, d'accord. La plupart des spots qui sont dans la zone The Park, ce sont un peu sur le même principe qu'on a trouvé à Arcadia, des endroits où ça fait bar et puis DJ, groupe. Ça dépend un peu des endroits. Par exemple, Sweet Charity ou Stonebridge, on va trouver des DJ. En revanche, à Bimbeline, ça va être plutôt des groupes en formation classique. Ouais, ça va jusqu'à 5h du matin, ça. Ça va jusqu'à 5h du matin et parfois ça commence très tôt. Il y a, alors je sais pas s'il l'a fait l'année dernière, mais je sais que j'ai vu 2 fois dans la matinée et je sais pas, vers 10h du matin, quelque chose comme ça, Fortet en train de mixer à Stonebridge. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, mais il faut que je regarde l'année prochaine. Ce genre de petites pépites là que tu peux voir en petit groupe le matin, c'est cool. Ouais, là encore une fois, on peut trouver d'excellents artistes. Puis il y a des gens, enfin, ça peut arriver n'importe où. Il y a des gens qui vont aller se produire dans des scènes improbables. On n'en a pas parlé quand on avait parlé de la zone sud-est, mais il y avait un truc avant qui s'appelait Club Dada, qui était une petite scène de la zone sud-est. Et il y a Lady Gaga qui allait faire un concert là-bas, quoi. Le nom va bien avec elle. Gaga à Dada. Exactement. Bon, pour moi, l'attraction quand même de The Park visuellement, c'est la Ribbon Tower. Effectivement. Et c'est un peu comme la Tour Eiffel, En moins haut. en moins haut, mais bon, c'est un peu le point surplombant. C'est devenu un des symboles du festival d'ailleurs, avec la pyramide. Je suis pas montée en haut l'année dernière. J'ai pas osé. J'ai un peu peur du vide. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Mais peut-être que j'essaierai cette année. Ouais, c'est un truc à faire. Ouais. Oula. Notamment quand la zone est vide. Parce que déjà, en journée, il faut faire la queue pendant 1 heure pour pouvoir y grimper. On a souvent autre chose à faire. Mais parfois, c'est tard. C'est 5h du matin, au lever du soleil. C'est sympa de le faire. Après, effectivement, ça peut donner un peu le vertige.
Je me souviens avoir eu un peu de malaise le coup où je l'ai fait à 5 heures du matin. Bon, alors là, vous avez l'air impressionnables tous les deux. Moi, ça m'a rien fait du tout, hein, mais par contre, il y a un beau point de vue, quoi. Parce que la tour est plantée déjà un peu en hauteur, et puis bah, elle est assez haute. Donc, je pense pas que ce soit le point le plus élevé de Glastonbury, mais par contre, ça donne effectivement un effet surplombant assez intéressant. Bah, si tu veux être au point le plus élevé, il faut monter encore un petit peu. Donc là, on arrive sur une pente qui est bien, bien raide. On peut monter jusqu'au Crow's Nest. Ouais. Là, c'est une bière qui se mérite en général quand tu arrives là-haut. Ouais, mais la vue, elle est sublime, là. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est dans Above the Park, donc c'est la zone qui surplombe the park, où il y a les lettres de Glastonbury, là, comme Hollywood. Mhm. Et tout là-haut, ils ont mis un petit bar. Ça fait un peu chalet d'alpage. C'est vrai. C'est vrai, hein, c'est en bois, là, c'est un peu l'esprit. Ouais, c'est joliment décoré en plus. Hein. Il y a une vue sublime, là. Et là, on se rend compte vraiment de à quel point c'est gigantesque, en fait. Ouais, la pyramide de là-bas, elle est toute petite. Ouais, c'est vraiment grand et c'est vraiment le genre d'endroit où on s'en rend compte, là. La vue est super belle et c'est un très bon endroit pour observer le lever du soleil. Pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience une fois, de ne pas se coucher avant qu'il se soit levé. Et la descente est bien pentue, une fois de plus. Quand il pleut, il y a des gens, des fois, ils font du toboggan là-dedans. Ouais, du ventre, il glisse dans la boue. Mmh. Ouais, non, parce que là, je pense que les mecs, ils glissent pas sur le ventre parce que tu fais genre 50 mètres de glissade. Ah, mais ils le font justement, c'est ce qu'ils Ah cherchent. bon? Ah, Oh mon ouais, Dieu. ouais, j'ai vu ça en 2016, hein, quand on s'était bien boueux, les gars s'en donnaient un cœur joie. Oh, les tarés. Ouais, et donc quand on redescend, on part sur le côté, tout à côté de The Park. Il y a une zone et ça s'appelle Glastonbury-on-Sea. Donc l'esprit, c'est l'esprit d'un pier. Pour ceux qui connaissent, donc le plus célèbre, c'est celui de Brighton, mais il y en a à peu près dans toutes les villes balnéaires de la côte sud, là. Et donc il y a une espèce de pier où, pareil, on a un point de vue sur le festival, donc en contrebas de Above the Park, donc plus accessible, même si c'est quand même un peu élevé, où il y a une jolie vue là aussi. Et c'est pas juste un pier qui est planté au milieu du champ, c'est un thème un petit peu fête foraine. Donc il y a des petites animations, des petits trucs à faire comme ça, c'est sympa. Il y a souvent un petit peu de queue pour rentrer dans la zone, parce que je crois qu'il limite le nombre de personnes en même temps pour pas que ça soit trop surchargé. Mais c'est sympa comme petit coin. Ouais, j'ai jamais mis les pieds. T'es vraiment pas curieux, toi. Pourtant, c'est juste à côté Non, de mais il y The a Park. toujours eu un peu de monde, tu vois, c'est entre The Park, je passe toujours là entre deux concerts, quoi, entre The Park et, bon, je sais pas, par exemple, Strawberryville ou autre. Et j'ai rarement le temps de vraiment m'y arrêter. Donc là, il est à peu près 15 heures. Ça fait 1 heure qu'on est en train de se balader tranquillement dans le festival. Donc on va continuer notre balade et on va arriver sur Tippy Field. Ah oui, alors les tipis, ouais, il faut en parler quand même des tipis. Ça aussi, ça fait partie de l'image de Glastonbury. Il y en a toujours eu, en fait. C'est l'héritage des Travelers. Donc il y a deux champs de tipis. Il y en a un qui est une zone d'hébergement, c'est-à-dire qu'on peut louer un tipi pour la durée du festival. Une fortune d'ailleurs, je ne sais plus combien c'est, 1800 livres ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'était ça pour l'année dernière. Et le Tipeee Field, en revanche, c'est une zone qui est en accès libre, dans laquelle sont installés des tipis avec les travelers. Et puis certains tipis hébergent des petits restos, des petits coffee shops. Il n'y a dans pas un sauna aussi? Ouais, il y a des choses comme ça, sauna, massage. Il y en a un qui vend des instruments aussi.
Et au centre du champ, il y a un petit feu de camp. Un gros feu de camp, même. Ouais. En général, ils font cramer un tronc d'arbre. Mais l'ambiance est assez chaleureuse, c'est sympa d'aller se poser au bord du feu et tout ça. Ouais, et d'ailleurs, on commence à rentrer dans la zone paisible de Glastonbury. C'est effectivement très paisible et donc si vraiment on a envie de se poser, d'être au calme, etc., c'est un bon endroit. Il y a des gens qui discutent. Voilà, on se pose là, on parle avec les gens et on reste 1 heure ou 2. Ça fait du bien. Laurent, tu y es jamais allé? Ah si, à Tippyfield, oui, bien sûr. Oula. Partout où il y a un feu de camp, j'aime bien y passer un peu de mon temps. Il y a généralement une personne qui sort sa guitare, ça discute, ça chante, ça regarde dans le vide aussi, parce que souvent les gens se mettent là pour planer à 3 heures du matin. Donc ouais, c'est un endroit rigolo. C'est sur le chemin de Stromerville. Exactement. Et donc, en fait, si on continue de grimper, on arrive, je pense, à l'endroit le plus haut du festival, et c'est Stromerville. Alors, Laurent, c'est toi qui vas nous expliquer ce que c'est que Stromerville. Alors, Stromerville, c'est une petite zone de concert. On y trouve un bar à l'extérieur. Et c'est un peu dans un bosquet. Donc, on est vraiment au milieu des arbres. Au milieu de ça, on y trouve un petit feu de camp avec des canapés autour. Cette année, enfin l'année dernière, en haut, il y avait un autre canapé, une table de billard, une mini table de billard sur une estrade. Et en bas de tout ça, il y a une petite scène. Donc, je sais pas combien de centaines de personnes peuvent entrer là-dedans. Généralement, c'est quand même assez rempli. Et on a une programmation musicale assez diversifiée. La nuit, ça va plutôt être des DJ. La journée, on va y trouver des petits groupes de rock assez indie, assez underground. On peut tout aussi bien y trouver de l'électro. Je me souviens particulièrement d'y avoir vu Confidence Man il y a quelques années. C'est une belle petite découverte. C'est un groupe qui a un peu percé quand même. On y trouve aussi régulièrement les petits groupes qui ont fait la scène BBC Introducing. Et voilà, il y a vraiment une petite ambiance à cet endroit. Et parfois, il y a des artistes connus qui s'invitent et qui viennent jouer là, comment dire, en invité surprise, quoi. Alors, j'ai plus en tête le groupe qui avait fait ça, mais ils étaient tête d'affiche une année sur la pyramide et ils sont venus en loose day faire un set, je sais pas, d'une demi-heure ou d'1 heure à Stromerville. Sans que ils ont fait ça en pleine nuit, vers 1 heure ou 2 du matin, et sans que ce soit annoncé nulle part. Ce qui fait que les gens qui étaient là, voilà, ils ont eu de la chance. En tout cas, moi, c'est vraiment un endroit que je conseille quand on a envie de se poser un peu. On est à l'ombre, on peut aussi se réchauffer autour d'un feu de camp. Donc, c'est un endroit où, même si on connaît pas vraiment la programmation, on peut faire de chouettes découvertes. Et tu connais l'histoire de Stromerville? L'histoire, pas vraiment. Je sais que c'est un endroit qui est géré par une association, donc qui s'appelait à la base Stromerville, qui est devenu The Joe Strummer Foundation. Et maintenant, j'ai l'impression que cette association est encore en train de changer leur site web a complètement changé. Ils ont plus de merchandising. L'an dernier, ils ont liquidé tout leur stock de merchandising, par exemple. Donc j'ai l'impression qu'ils sont encore dans une phase de transition. Et pour l'histoire,
effectivement, Stromerville, on devine que c'est en relation avec Joe Strummer, donc Ouais. le leader des Clash, Ouais. qui a une histoire assez intime, on va dire, avec Glastonbury, puisque il avait l'habitude de faire un feu de camp et de gratouiller quelque part pas loin du cercle de pierre. Bah, tu vois, tu connais l'histoire, donc. C'était plus bas, c'était plutôt du côté d'Avalon, par là. Ah, d'accord. Donc, il allait chercher du bois lui-même, et il ramenait du bois, et il faisait son feu de camp, et il était là, dans son petit bout de clairière, et, euh, et les gens le rejoignaient. Bon, voilà, il était disponible tout le temps, etc. Et il a tout le temps fait ça sans qu'on lui demande rien. Enfin, c'était complètement, je sais pas comment dire, c'était pas organisé par Michael Elvis ou Dieu sait quoi. C'est lui qui avait pris cette initiative-là. Et donc, quand il est décédé, effectivement, on a continué à faire le feu de camp, et en fait, la zone est devenue Stromerville. Et ils l'ont déplacé. Là, c'est pas au même endroit. Ouais, ce petit hommage permanent à Joe Strummer, ça apporte aussi un petit plus, hein. J'aime beaucoup les Clash. Et après, même dans la programmation musicale, on retrouve les influences punk ou ska qu'on peut retrouver chez Joe Strummer. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement une zone très intéressante. Là aussi, c'est une zone qui est relativement tranquille. Le côté feu de bois pose un peu les gens. C'est pas immense. Euh, à vue d'œil, comme ça, il doit rentrer 1 millier de personnes. Ouais, c'est moins que ça, hein, non? Alors effectivement, le feu au centre, les canapés, etc., ça prend un peu de place. Mais bon, c'est entre 500 et 1000, je dirais, quoi. Et là aussi, c'est une zone ombragée en cas de grand soleil. Par contre, en cas de flotte, monter là-haut, c'est... C'est périlleux, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Un peu comme monter la dune du Pilat. Et par contre, un conseil, quand c'est blindé, l'entrée se fait uniquement par le haut. Et il décompte quoi. On fait sortir 10 personnes, il y en a 10 qui vont entrer là-haut. Si en journée ou quand il n'y a pas beaucoup de monde, on peut passer par la sortie et l'entrée qui se trouve en bas et gagner quelques mètres de dénivelé, on peut pas le faire quand c'est des groupes un peu plus importants qui y passent. Donc il vaut mieux anticiper dans ces cas-là, hein. C'est vraiment l'endroit à éviter le mercredi après-midi, en fait. Le mercredi après-midi, quand les gens sont en train de se balader, c'est le genre d'endroit où ils vont, et là, c'est le bazar. Je dis ça parce que c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. On n'a pas pu entrer. Et donc, alors, on redescend la pente, parce que quand on arrive à Stromerville, on peut pas aller plus loin, sauf à avoir sa tente à Wordsview, mais... On bifurque à droite. Et donc, ouais, on descend, on bifurque à droite à mi-pente de la colline, et on arrive sur un espace presque horizontal Sacré. et sacré, ouais. Le Sacred Space. Presque horizontal, t'es gentil, hein. Il est moins pentu que Stromerville. Ouais, c'est moins pentu, mais faut. Ils ont cherché un endroit pas trop incliné quand même pour planter leurs pierres. Oui, parce qu'il y a un stone circle, donc un cercle de pierres, qui, je pense, ne doit pas son nom qu'au fait que ce soit des pierres, soyons honnêtes. Parce que les gens sont un petit peu stone. Ça fait très ambiance hippie, en tout cas. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment l'endroit où les gens, il y a beaucoup de gens qui débarquent pour finir la nuit, quoi. D'ailleurs, le grand trip, c'est d'être là pour le lever du soleil. Un peu façon Stonehenge. Ouais, exactement. Il y a ce côté mystique. Comme on le disait, il y a les mystiques qui vont plutôt faire le lever de soleil au cercle de pierre, et si t'es plus contemplatif, autant aller à Above the Park. C'est là que au-dessus, ils bâtissent une sorte de phénix auquel ils mettent le feu le mercredi soir. Et il y a un feu d'artifice en même temps. Il y a un petit truc qui est caché dans la forêt le long de Sacred Space, c'est un dragon en pierre.
Il me semble qu'avant, il y en avait plusieurs et je crois qu'il en reste qu'un. Ouais, il y avait eu un projet, ils avaient fait 4 dragons pour les 4 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc en fait, dans les années 90, ils avaient construit un dragon par année. Et ils ont tous disparu sauf celui-là. Je pense que, alors, je sais pas si c'est celui de l'eau, parce qu'en fait, il fait un peu fontaine aussi. Effectivement, il est toujours là. Et alors, il faut trouver un petit passage sur le côté, derrière une haie, et on arrive à ce dragon. C'est vachement joli. Donc là, il est à peu près 15h30. Ça fait déjà 1h30 qu'on est parti de la porte A et on est à peu près à l'opposé là, en termes de festival. Ouais, effectivement, on est probablement dans un des points les plus éloignés de la porte A. Et c'est ici que se termine cette première moitié de la promenade à travers le festival de Glastonbury. Aujourd'hui, pas de partie news puisqu'on a fait un épisode très long sur la première affiche de l'édition 2024. On vous laisse profiter du Stone Circle et on se retrouve très vite dans le 7e épisode du podcast pour le trajet retour à travers la deuxième moitié du festival. Merci de nous avoir écoutés et salut! Ciao! Salut!